Salut à tous, c'est May, bienvenue sur ma chaîne. Cette fois je vous parle du livre de John Truby, Anatomie du scénario, avec des schémas et des petits dessins. John Truby est un script doctor américain. C'est un consultant qui intervient sur le scénario des films ou des séries. Lui, il est intervenu sur plus de 1000 œuvres depuis le début de sa carrière. Le livre est vraiment très complet, il aborde beaucoup de choses, comme l'univers, les dialogues et les symboles. Le livre fait presque 600 pages, donc je ne peux pas parler de tout. Je vais me concentrer surtout sur les structures narratives qu'il propose. Donc dans cette vidéo, je parlerai de sa structure en 7 étapes, et dans une prochaine vidéo, je parlerai de celle en 22 étapes. Donc n'oubliez pas que c'est un travail de synthèse, de vulgarisation. Il y a pas mal d'aspects que je vais devoir oublier volontairement, et d'autres que je vais survoler. Alors son travail est forcément plus basé sur des analyses de films, mais il peut être tout à fait appliqué à un roman, puisque de façon globale, il parle de structure narrative. Donc il peut principalement être utilisé en phase de préparation, mais aussi de réécriture pour s'assurer que tout tienne en place. Vu que cette vidéo s'adresse aussi bien à des cinéastes qu'à des écrivains, je vais utiliser le terme public, qui comprend du coup les lecteurs et les spectateurs. Par contre, John Truby utilise bien le terme auteur, qui est en fait l'auteur de l'histoire, quelle que soit la forme dans laquelle elle sera diffusée. Je ne présente sa méthode que de façon très factuelle. Ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'il insiste sur la transformation des personnages. Il ne parle pas que de leurs actions, mais aussi de leurs valeurs et de leur morale qu'il met au centre de son livre. Parlons premièrement de sa vision du scénario. Il est pour une approche organique et non mécanique de la structure narrative. En gros, il est en désaccord avec la méthode de la structure en 3 actes. Pour lui, elle est complètement passée, car elle date d'Aristote et correspond surtout au théâtre. Il la voit comme une approche trop mécanique qui oblige à suivre une succession d'étapes. De 1, il dit que de donner ça à un auteur, ça ne l'aide pas du tout. Il n'y a pas assez de matière pour faire une histoire, surtout dans l'acte 2 qui est le plus important. Autrement dit, la structure en 3 actes nous dit de créer des péripéties, mais pas de comment les gérer. De 2, vu que c'est trop mécanique, les personnages deviennent des pantins au service de l'action. Ils sont mis au service du scénario et ça se voit. Selon lui, il faut partir du personnage et de son évolution pour raconter une histoire. La raison pour laquelle une histoire existe, c'est pour raconter comment un personnage est passé d'un stade A à un stade B. John Truby résume ce qu'est une histoire comme ça. Raconter une histoire, c'est exposer ce que veut une personne, ce qu'elle fait pour l'obtenir, et le prix qu'elle doit payer pour parvenir à ses fins. Sauf qu'il ne veut pas du tout dire qu'il faut raconter l'histoire comme elle vient en suivant les personnages. Il n'est absolument pas d'accord pour dire que l'écriture de scénario naît d'une créativité tombée du ciel. Il est en désaccord avec ceux qui considèrent que l'écriture est un art qui ne peut pas s'enseigner. Il dit qu'il faut appliquer des techniques et mettre en place des structures, et que toute la difficulté est là. Le public doit percevoir le récit de façon organique et non mécanique, alors qu'il est en réalité structuré très précisément. Il compare ça à un sportif de haut niveau. On ne voit pas les ficelles, ni les heures d'entraînement, on ne voit que la beauté du résultat qui semble fluide et facile. Donc, dans son ouvrage, il propose dans un premier temps une structure en 7 étapes, puis une structure plus approfondie en 22 étapes. Les 7 étapes correspondent principalement au début et à la fin d'une histoire. Les 22 étapes concernent plutôt le milieu et sont aussi des points approfondis des 7 étapes. Là, je vais poser les bases avec les 7 étapes, la prochaine fois je parlerai des 22 étapes. Ces 7 parties sont donc la faiblesse et le besoin, le désir du personnage, l'adversaire, le plan du héros, la confrontation finale, la prise de conscience et le nouvel équilibre. Selon lui, ce sont les jalons d'histoire populaire et réussie, quels que soient les genres. Tout le long du livre, il prend exemple sur plein d'œuvres, comme par exemple Un tramway nommé Désir, Le Parrain et même Breaking Bad. Moi, je vais prendre des exemples inventés et un peu simplifiés pour que ce soit un peu plus clair. Il dit que pour éviter de commettre la même erreur que dans la structure en 3 actes, qui est trop mécanique, il ne faut pas voir ces étapes comme des cases à cocher successivement. Ce sont plutôt des éléments qui sont connectés entre eux sans réelle frontière. Elles sont, je cite, reliées sous la surface. 1. Définir la faiblesse et le besoin. Pour que le public s'identifie au personnage, il dit qu'il ne faut pas en faire un personnage trop parfait. Et pour ça, eh bien, il faut lui donner des faiblesses. Dès le début du récit, le personnage va avoir des faiblesses qui vont l'empêcher d'avancer dans la vie. John Truby dit même que ça doit lui gâcher la vie. Pour surmonter ces faiblesses, il a donc un besoin. Le besoin de les surmonter. Alors il distingue 2 types de faiblesses. La faiblesse psychologique et la faiblesse morale. Ce qui fait leur différence, c'est que la faiblesse psychologique ne va blesser que le personnage, alors que la faiblesse morale va aussi blesser d'autres personnages autour. Le personnage aura donc un besoin psychologique et un besoin moral. Les deux sont liés. Il ne faut pas confondre les 2 termes. La faiblesse psychologique, c'est quelque chose qui l'a heurté dans son passé. Ce qui en résulte peut être un traumatisme, une addiction, une phobie, ou bien des traits de caractère comme par exemple l'égoïsme ou la lâcheté. Le personnage ne saura pas encore comment surmonter cette faiblesse. Autrement dit, il ne saura pas de quoi il a besoin. Ça, il le saura à la fin de l'histoire. Car au moment de la confrontation avec l'adversaire, il s'apercevra que c'est cette faiblesse qui l'empêche de réussir. Il va donc prendre conscience qu'il a besoin de la réparer pour s'en sortir. La faiblesse morale, c'est ce qui empêche le héros d'être parfait.
Ça provient de sa faiblesse psychologique, mais ce trait de caractère va aussi atteindre d'autres personnages. Par exemple, si la faiblesse psychologique c'est l'égoïsme, la faiblesse morale peut être qu'il peut avoir tendance à profiter des autres pour pouvoir arriver à ses fins. Le mieux, c'est qu'il ait les deux types de faiblesses. John Truby nous explique comment faire pour identifier le besoin moral à partir de la faiblesse psychologique. 1. Partir de la faiblesse psychologique. 2. Déterminer quel type d'action immorale pourrait naturellement découler de celle-ci. 3. Identifier la faiblesse morale et le besoin moral qui sont la source de cette action. Vu que ce sont des problèmes internes à sa psychologie, le personnage n'a pas encore conscience qu'il a besoin de les résoudre. Ce n'est qu'à la fin qu'il va comprendre quelle était la chose qui l'empêchait de vivre grâce aux épreuves qui l'auront fait grandir. Et c'est là que c'est intéressant et très important. La faiblesse du personnage ne se choisit pas au hasard juste pour donner un défaut. La faiblesse se définit en fonction de la fin de l'histoire. Et c'est vraiment un pilier de son ouvrage. La première chose à faire pour commencer à construire une histoire, c'est d'en connaître la fin. Parce que c'est pour la fin qu'une histoire vaut la peine d'être racontée. Pour que vous compreniez mieux, imaginez que le thème de votre histoire, votre message final soit « L'argent ne fait pas le bonheur ». Pour que le message prenne tout son sens, il faut qu'au départ, le héros pense le contraire. Alors je vais prendre exemple sur un détective privé avide d'argent. Il enchaîne les missions de mieux en mieux payées parce qu'il croit que la richesse le rendra heureux. Je sais pas si on peut être avide d'argent et détective à la fois, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Sa faiblesse psychologique, c'est donc sa cupidité. Sa faiblesse morale, c'est qu'il ne recule devant rien pour pouvoir avoir de l'argent, et donc il n'hésite pas à profiter des autres. Ses faiblesses lui gâchent la vie, il court toujours après le bonheur sans pouvoir l'atteindre. Son besoin serait donc de trouver un épanouissement ailleurs. Ce serait par exemple l'amour ou la reconnaissance. Mais ça, il n'en a pas encore conscience, sinon l'histoire serait finie. Lui, il court toujours à sa perte en pensant que c'est la bonne solution. Ce qu'il faut retenir, c'est que le message final, le thème final que vous voudrez aborder, va déterminer quelles sont les faiblesses du personnage. S'il est aussi important de placer une faiblesse au début et de la résoudre à la fin, c'est parce que c'est ça qui va caractériser la transformation du personnage. Il aura traversé des épreuves qui vont lui faire comprendre comment mieux gérer sa vie. Il en sortira grandi, ou détruit, mais il aura compris des choses. 2. Définir le désir du héros. Le désir, c'est l'objectif du personnage, c'est ce qui porte l'histoire. C'est ce que le héros souhaite obtenir et ce pourquoi il va se battre. John Truby dit bien que pour le public, l'histoire ne deviendra intéressante que quand le désir rentrera en jeu. Avant ça, vous n'avez, en quelque sorte, fait que de présenter le personnage et le contexte de l'histoire. Le désir n'est pas à confondre avec le besoin. Le besoin est interne et inconscient. Le désir est clairement affiché. Il est externe au personnage, c'est le but voulu par l'intrigue. John Truby nous dit « Le besoin est la clé de voûte de l'histoire, mais elle demeure cachée sous la surface. » Le désir donne quelque chose au public à poursuivre avec le héros. Le désir, c'est ce qui est à la surface, ce que le public pense être le sujet de l'histoire. Le désir du héros, c'est ce qu'il souhaite dans l'histoire, mais pas dans sa vie de manière générale et de manière inconsciente. Reprenons notre détective Cupid. Lui, son désir, son but, ça va être de se faire des sous. Donc par exemple, un mystérieux employeur va le contacter pour lui donner une enquête à résoudre super bien payée. Ça va être le but de l'histoire qui serait donc un polar ou un thriller. Son besoin, sous la surface, serait de se sortir de ce cercle infernal en trouvant un épanouissement ailleurs, de l'amour, de la reconnaissance, ou quelque chose qui lui apportera un vrai bonheur. Sauf que le public ne va être intéressé que par l'enquête, donc par ce qui est en surface. Ce n'est qu'à la fin que tout va prendre sens, et que ce qui était sous la surface va remonter pour rejoindre le reste. Parce que du coup, le fait que le héros ait achevé son enquête, ait surmonté certaines épreuves, va normalement lui faire prendre conscience que l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, voilà pourquoi il faut connaître sa fin avant tout. John Truby insiste sur un point. On peut être tenté de commencer l'histoire directement par l'objectif du personnage. Ça donne un début dynamique, on rentre vite dans l'histoire. Mais c'est le meilleur moyen de rater sa fin. Les faiblesses et les besoins sont les fondements du récit. C'est ce qui va permettre au dénouement de prendre tout son sens. 3. L'adversaire. Alors là, John Truby a une vision assez radicale de la chose. Pour lui, un adversaire n'est pas quelqu'un qui incarne le mal. Il dit clairement que si on voit le héros comme le bien et l'adversaire comme le mal, l'histoire sera mauvaise. Ensuite, il nous explique que le but premier de l'adversaire, c'est d'empêcher le héros d'atteindre son objectif. Mais pas par simple méchanceté, plutôt car ils cherchent à atteindre le même but que lui. Ce n'est que parce qu'ils se battent pour la même chose qu'ils peuvent réellement entrer en conflit. Il nous dit aussi que dans certaines bonnes histoires policières, on a l'impression que l'enquêteur et le criminel ne se battent pas du tout pour la même chose, que l'un cherche à trouver l'autre et que l'autre s'enfuit. Et là, il nous dit que leur but est quand même bel et bien le même. Ils se battent pour faire croire aux autres leur propre version de ce que devrait être la vérité. Ce n'est qu'en trouvant ce qui les rassemble que leur relation deviendra intéressante. Ensuite, l'adversaire doit être construit de façon à pouvoir au mieux attaquer les faiblesses du héros. Ça va le pousser à se dépasser, ou bien ça va amplifier ses faiblesses et le personnage finira anéanti. Ensuite, il fait rentrer en compte la notion de mystère. Dans la plupart des histoires, le héros a pour but de vaincre l'adversaire.
Mais il dit que dans la plupart des bonnes histoires, l'adversaire n'est pas dévoilé tout de suite. Ça se fait en 2 étapes. Il faut d'abord le démasquer avant de l'attaquer. Vu que la tâche est 2 fois plus difficile, ça rend la victoire encore plus importante. Il y a aussi des genres dans lesquels on est obligé de remplacer l'adversaire par du mystère. Dans les polars ou les thrillers par exemple, où l'adversaire reste caché jusqu'à la fin. Il nous propose donc de nous poser 3 questions. Qui cherche à empêcher le héros d'obtenir ce qu'il souhaite et pourquoi? Que veut l'adversaire? Il doit être en compétition avec le héros pour l'objectif. Quelles sont les valeurs de l'adversaire et dans quelle mesure diffèrent-elles de celles du héros? Il insiste ensuite sur un point. Une histoire sans conflit de valeurs, c'est comme une histoire sans conflit de personnages. Ça ne peut pas se construire. 4. Le plan du héros. John Truby dit que dans la vie, comme dans les histoires, rien ne peut se faire sans plan. Donc, lorsque le héros aura déterminé quel était son but, il va mettre au point une stratégie pour pouvoir y arriver et vaincre l'adversaire. Dans certains genres, le plan est assez vague. Mais dans d'autres, comme dans les histoires de guerre ou d'arnaque, le personnage est parfois obligé d'expliquer son plan pour que le public puisse le comprendre. Ensuite, il faut se débrouiller pour que le héros ne puisse pas mener son plan comme prévu. Il doit être freiné par l'adversaire et revoir sa stratégie. Dans les 22 étapes plus approfondies, il y a une quinzaine d'étapes entre le plan du héros et la confrontation finale. Je vais revenir dessus la prochaine fois. En fait, les 7 parties correspondent à l'histoire dans sa globalité. Donc ça prend principalement en compte le début et la fin, et explique comment tout doit être relié. Mais il dit bien que c'est là que quasiment tous les auteurs échouent. Et donc, il donne sa méthode très approfondie en 22 étapes. 5. Du coup, on ignore les 15 étapes pour l'instant, et on passe directement à la confrontation finale. Pendant toute l'histoire, le héros et l'adversaire s'affrontent, mais le plus gros conflit arrive à la fin. C'est l'instant où on saura qui des deux atteint son objectif. C'est à ce moment que leurs valeurs vont être les plus visibles et vont les opposer. Leurs ressemblances vont aussi devenir évidentes. Les différences qui les opposent vont donc devenir encore plus claires et déterminantes. La confrontation finale peut être physique et violente, mais il peut aussi s'agir d'un conflit verbal. 6. La prise de conscience. Pour le héros, la confrontation finale a été intense et douloureuse. Du coup, ça l'amène à une prise de conscience. Il saura qui il est vraiment, autrement dit, le masque va tomber. John Truby nous dit bien que toute l'ampleur de l'histoire va reposer sur cette prise de conscience. Le héros va se voir comme il est vraiment pour la première fois, ça ne va pas être simple ni agréable. Retirer son masque, c'est l'action la plus difficile et la plus courageuse qu'il aura faite pendant toute l'histoire. Il dit qu'il ne faut pas faire en sorte de faire une fin moralisatrice. Par exemple, en faisant exprès d'amener le héros à mettre les pieds dans le plat. Il faut mieux montrer la prise de conscience du héros à travers ses actions. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le punir pour ce qu'il a été, mais plutôt de l'amener vers une version plus authentique de sa vie. La prise de conscience est la dernière étape de la transformation du personnage. Et ça rejoint l'idée du besoin du début de l'histoire. Le besoin, en gros, c'est la marque de son immaturité. C'est ce qui lui manquait, c'est ce qui l'entravait. La prise de conscience va lui révéler quel était ce besoin. Ça peut donc l'amener à entamer une nouvelle vie, mais ça peut aussi le détruire si cette prise de conscience a été trop difficile à encaisser pour lui. 7. Le nouvel équilibre. Le nouvel équilibre est un retour à une nouvelle normalité, mais pas au même stade que le tout début de l'histoire. Entre-temps, le héros aura été transformé. Si son désir et son besoin ont été comblés, il atteint un stade supérieur. Par contre, si ce n'est pas le cas et que la prise de conscience a été trop douloureuse, c'est une tragédie. Il sera donc tombé plus bas et peut même être détruit. Et voilà, c'est la fin de l'histoire des bases. Certaines de ces 22 étapes sont des redites, notamment à la fin et au début, ce qui est normal. Pour rappel, les 7 parties englobent tout sauf le milieu. John Truby nous dit qu'il ne faut pas se focaliser sur les 22 étapes. Chaque histoire n'en compte pas forcément 22. Il faut voir ça comme un accordéon. Seules les 7 parties sont vraiment indispensables. Par contre, plus l'histoire est longue, plus il va y avoir de matière à trouver au milieu. Autrement dit, au moment des péripéties, ou de l'acte 2 si on se réfère à la structure en 3 actes qu'il déteste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne l'aime pas, il la trouve trop creuse. C'est donc pour ça qu'il dit bien que même si ces 22 étapes semblent être des bonus par rapport aux 7 étapes, c'est tout l'inverse. C'est ce qui va permettre de donner de la consistance à l'histoire. Par contre, il dit bien que les 22 étapes ne sont pas gravées dans le marbre. Elles peuvent être déplacées, supprimées ou interchangées. Il ne faut pas oublier de voir l'histoire comme quelque chose d'organique. Je vous affiche ici quelles sont les 22 étapes. Vous pouvez faire pause pour les lire, ensuite je vais les expliquer une par une. 1. Prise de conscience, besoin et désir. Là je ne vais pas en parler plus que ça, c'est en gros la même chose que dans la première partie des 7 étapes. L'essentiel c'est qu'il nous dit que pour construire une histoire, il faut partir de la fin. Que tout doit être fait pour amener au thème central qui sera dévoilé lors de la confrontation finale. 2. Le spectre et l'univers du récit. Le spectre, c'est un peu comme la backstory du personnage, c'est-à-dire son passé qui ne sera pas forcément évoqué dans l'histoire, mais que seul l'auteur connaît. Ça sert à donner au personnage une profondeur. Sauf qu'une fois de plus, John Truby n'aime pas ce terme de backstory. Il dit que le public n'est intéressé que parce qu'il y a un réel impact dans l'histoire, c'est-à-dire ce qui le hante encore aujourd'hui.
Le spectre, c'est donc toutes ces blessures qui sont la source de ses faiblesses psychologiques. C'est, pour résumer, l'adversaire interne du héros. L'erreur à ne pas faire, c'est d'expliquer dès les premières scènes quels sont ces spectres. En fait, ça tire le public hors de l'histoire. Le but est de dissimuler le plus possible quelles sont ces choses qui le hantent. Il faut que cette souffrance soit présente dès le départ, mais pas de façon explicite. Il faut que le public se dise « il y a quelque chose qui cloche, et je veux comprendre de quoi il s'agit ». En fait, les événements qui ont donné naissance à ces spectres sont rarement évoqués dès les premières scènes de façon explicite. Le plus souvent, un autre personnage va le mettre face à son problème dans le premier tiers de l'histoire. Ensuite, il y a l'univers du récit qui est compris dans la même étape. Tout comme le spectre, l'univers du récit est présent dès le départ. Il a consacré un chapitre entier sur la construction d'un univers, du coup je peux pas trop en dire là, ça mériterait une vidéo à part. Le chapitre en question fait environ 90 pages. Pour faire simple, le héros et son univers ne sont pas définis au hasard. Ils sont réfléchis en parallèle, parce que l'univers doit mettre en avant les faiblesses du personnage, ses désirs et ses obstacles. Par exemple, si un héros est asservi, l'univers du récit doit être asservissant. Son but est d'amplifier son mal-être, sa faiblesse majeure. Il dit aussi qu'il y a une erreur à ne pas commettre. C'est de croire que dans un monde normal, qui est un univers de non-fiction, on ne doit pas détailler les environs. C'est une erreur parce que l'univers participe à l'identification de l'histoire, à son ADN. Il faut lui donner une vraie couleur, et tout ça, ça passe par les détails. Si l'univers du récit est soigné, alors, le public aura envie d'y retourner encore et encore. 3. La faiblesse et le besoin. Là encore, je ne reviens pas dessus, tout a déjà été dit. 4. L'événement déclencheur. C'est un événement qui va donner un but au personnage et qui va le forcer à agir. C'est la chose qui va faire entrer en connexion les désirs du personnage et son besoin inconscient. John Truby nous dit qu'un bon événement déclencheur, c'est un événement qui va faire croire au héros qu'il va réussir à surmonter sa crise, à surmonter les problèmes auxquels il fait face depuis le début de l'histoire. Mais en fait, c'est tout l'inverse, il va se mettre dans la plus grosse galère de sa vie. 5. Le désir. Le désir, c'est la colonne vertébrale de l'intrigue, le but du personnage qui découle de l'événement déclencheur. Là, encore une fois, j'ai déjà abordé ce point dans les 7 parties. Sauf que cette fois, John Truby nous parle d'un point qu'il n'avait pas abordé avant. Ce point est propre au déroulé des péripéties qui vont suivre. Le désir doit augmenter en intensité au cours de l'histoire. Si au départ le désir est très fort, rien ne pourra l'amplifier au cours de l'intrigue. L'histoire paraîtra plate et répétitive. Il faut donc donner un désir assez faible pour ensuite l'intensifier. 6. Le ou les alliés. Une fois que le personnage a son objectif en tête, il va devoir trouver un ou plusieurs alliés qui l'aideront à vaincre l'adversaire. L'allié ne peut pas être qu'un simple porte-parole du héros. Il doit servir à le mettre en relief. Il va être construit de façon à mettre en avant certains traits de caractère du héros par exemple. Il faut aussi donner à l'allié sa propre ligne de désir, son propre objectif. Par contre, il ne faut pas rendre son histoire plus intéressante que celle du héros. Sinon, il faut repenser toute l'histoire pour que ce personnage secondaire devienne le héros. Il faut toujours raconter l'histoire à travers le point de vue du personnage le plus intéressant. 7. L'adversaire et le mystère. Une fois de plus, j'en ai déjà parlé avant. Mais cette fois, John Truby nous donne une technique pour mêler le héros au mystère. Il appelle ça la technique de l'adversaire iceberg. L'adversaire peut être visible, mais qu'en partie comme le sommet de l'iceberg. Il y a toute une partie cachée qui est de loin la plus dangereuse. Pour ça, il y a plusieurs techniques à mettre en place. 1. Créer une hiérarchie d'adversaires avec des alliances. Ils ont tous pour but de vaincre le héros. L'adversaire principal est au sommet de la pyramide. À partir de ça, voilà comment s'y prendre. Il faut cacher la hiérarchie aux yeux du public et du héros, ainsi que leur but. Ensuite, toutes ces informations vont se révéler petit à petit à un rythme de plus en plus soutenu. Et ça s'accélère vers la fin de l'intrigue, ce qui donne beaucoup de dynamisme. On peut aussi faire en sorte que le héros soit confronté à un adversaire évident au début de l'histoire. Et quand le conflit s'intensifie, le héros va se rendre compte que les attaques proviennent d'autre part. Ces attaques viennent soit d'une opposition plus forte et cachée, ou bien de la partie cachée de l'iceberg. 8. Le faux allié. Le faux allié est en fait un traître, mais encore inconnu à ce stade de l'histoire. Il peut aussi s'agir d'un faux adversaire, comme le professeur Rogue. C'est une possibilité à étudier, mais ces personnages sont toujours fascinants. C'est le moment de mettre en place ce personnage. 9. Premier rebondissement. À ce moment de l'histoire, il est important de créer un rebondissement. Le héros va faire une découverte, nouvelle et surprenante. Ça va faire basculer l'histoire dans le vif du sujet et va accentuer le désir du héros. Il peut aussi dévier un peu de son premier objectif et prendre une nouvelle décision. Il y a 3 points clés concernant les rebondissements. Les meilleurs rebondissements concernent l'adversaire. Le désir doit monter en intensité ou être modifié. Si le désir est modifié, il doit être une déviation du désir originel, être lié à lui, et doit surtout être plus fort. Chaque révélation doit être plus forte que la précédente. 10. Le plan du héros.
Une fois de plus, je vous renvoie à la première vidéo. Mais ici, John Truby nous donne quand même une astuce supplémentaire, qui est l'entraînement. Dans la plupart des histoires, les héros sont déjà prêts à affronter ce qui les attend. Leur première erreur vient de quelque chose qu'ils ont oublié ou qui les a surpris. Mais dans les histoires qui traitent de guerre, de sport, de missions suicides et de cambriolage, l'entraînement rentre en jeu. Généralement, il entre en scène juste après que le plan ait été mis en place. 11. Le plan de l'adversaire. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'oublier que l'adversaire a aussi un plan. Souvent, sa stratégie est bien plus complexe que celle du héros. La quasi-totalité des rebondissements de l'histoire proviennent du plan de l'adversaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien le travailler. Plus le plan de l'adversaire est caché et complexe, plus l'intrigue sera intéressante. L'adversaire aura aussi prévu des contre-attaques au plan du héros. Ça forcera le héros à se surpasser. 12. Le dynamisme narratif. Cette étape correspond à la collision entre le plan du héros et celui de l'adversaire. Il va y avoir une série de conflits que l'adversaire va majoritairement remporter. À ce stade-là, il reste encore intouchable pour le héros, ce qui accroît la tension. Du coup, le héros va être frustré, et ça peut le conduire à agir contre sa morale ou à faire des erreurs. Il y a une chose à laquelle faire attention. Les attaques et les contre-attaques ne doivent pas se répéter. Elles doivent se développer. Il faut donc que l'un et l'autre adaptent ces stratégies et qu'elles varient au cours du récit. Pour illustrer ce qu'est une répétition des mêmes temps forts, John Truby prend l'exemple d'une romance. Dans une romance, l'adversaire est la personne convoitée. Un personnage peut inviter l'autre à la plage, puis au cinéma, puis au restaurant. Là, c'est répétitif et l'histoire ne prend aucune ampleur. Les personnages doivent sans cesse rebondir et s'adapter face aux nouvelles situations, et ça provient du conflit. 13. Attaque d'un allié. Lors de l'étape précédente, le héros a été malmené et a donc peut-être été tenté d'agir de façon immorale. C'est là qu'un de ses alliés va intervenir pour lui pointer du doigt son erreur. Alors, le plus souvent, le héros se défend. Il renie la critique et reste borné dans ce qu'il pense être juste. Ce n'est que par la suite qu'il va accepter peu à peu. Il va remettre en question ses valeurs et sa façon d'agir. Mais le plus important, c'est que ça va amener le public à se mettre à la place du personnage. Il se demandera ce qu'il aurait fait à sa place. 14. La défaite apparente. J'ai déjà abordé ce point dans une précédente vidéo, mais je vais quand même en reparler maintenant. Ce stade apparaît aux 2/3 ou aux 3/4 de l'histoire. À cet instant, le héros aura encore essuyé une nouvelle défaite, plus cuisante que les autres. Il pensera que tout espoir de gagner est perdu. Donc il touche le fond, mais va être obligé de se relever. La victoire sera encore plus grande. Il ne doit y avoir qu'une seule défaite apparente par histoire. Sinon, elle perd de son importance. Par contre, si l'histoire se termine mal, c'est l'inverse. Le héros atteindra son apogée avant de chuter. Le tout est de créer du contraste entre cette étape et la situation finale. 15. Deuxième révélation. Après l'apparente défaite, une nouvelle révélation va survenir pour que le héros voit que la victoire est encore possible. Il faut réfléchir à cette partie en même temps que la précédente pour que ça reste crédible et éviter un Deus ex machina. En gros, il faut à tout prix éviter une facilité scénaristique. À ce moment-là, le héros va être obsédé par l'accomplissement de son but plus qu'avant. Et du coup, il peut commettre encore une fois un acte immoral. 16. La révélation pour le public. Ce moment correspond au moment où le public apprend quelque chose, mais sans que le héros ne soit au courant. Généralement, ça concerne le faux allié, qui se révèle être un traître. Seul le public le sait. Mais quelle que soit la révélation, elle a pour but de redonner un coup de fouet à l'intrigue. Elle permet aussi de rendre de la force à l'adversaire en dévoilant encore un as dans sa manche. Cette étape marque un tournant dans la relation qu'a le public avec le héros. Pour la première fois, il va s'en détacher car il en saura plus que lui. Jusqu'ici, il était généralement dans sa peau, il avait les mêmes informations que lui. Cette étape permettra au public de se placer dans une position de supériorité. Ça permet donc au public de prendre du recul par rapport à l'histoire et de pouvoir prendre mieux conscience du processus de transformation du personnage. 17. Troisième révélation. Le héros va connaître une nouvelle information. Souvent, il découvre à son tour qui est le traître. On pourrait penser qu'en découvrant l'ampleur de l'opposition, le héros voudrait battre en retraite. Mais c'est tout l'inverse, cette révélation va le rendre encore plus fort et plus sûr de lui, car il saura contre qui il se bat vraiment. 18. Porte étroite, fourche Claudine et rencontre avec la mort. Vers la fin de l'histoire, le héros va avoir de moins en moins de marge de manœuvre. Il va devoir se faufiler dans une porte étroite. C'est aussi le moment où le personnage principal rencontre la mort. Dans les mythes, il descend aux enfers et entrevoit son avenir dans le monde des morts. Dans les histoires modernes, c'est une rencontre psychologique avec la mort. Il va s'apercevoir que sa vie est éphémère et qu'il risque de la perdre au combat. Encore une fois, on pourrait penser qu'il va se décourager. Mais non, il va se dire « Si je veux donner un sens à ma vie, il faut que je me batte pour ce en quoi je crois. Et je vais le faire ici et maintenant. » Donc la rencontre avec la mort est en général l'étape qui arrive juste avant la confrontation finale.
Ces étapes sont celles qui sont les plus mobiles de toutes, elles peuvent donc être déplacées. Par exemple, lors de la défaite apparente, ou bien après ou pendant la confrontation finale. 19. La confrontation finale. Là, encore une fois, tout a déjà été plus ou moins dit. Mais il ajoute quand même quelque chose. La confrontation finale, c'est le moment où toutes les lignes narratives vont se croiser. Elle rassemble tous les personnages. Elle se déroule dans un lieu restreint, ce qui amplifie l'insupportable pression. 20. Prise de conscience. Là, pareil, c'est encore une redite. Mais il donne en plus 2 erreurs à ne pas faire lors de la prise de conscience. 1. Ce que le personnage comprend sur lui-même doit être quelque chose de très important. Il ne faut pas se contenter de jolis mots et de platitudes sur la vie. 2. Le héros ne doit pas dire de façon directe ce qu'il a appris sur la vie. Il faut s'arranger pour que la prise de conscience ne soit pas moralisatrice. Il nous parle aussi d'une technique de double retournement. Le héros va apprendre quelque chose, mais aussi l'adversaire. Chacun va tirer un enseignement de l'autre. 21. Décision morale. Une fois que la prise de conscience a eu lieu, le héros doit prendre une décision. Il doit choisir entre 2 façons d'agir, chacune reflétant des valeurs et un mode de vie ayant un impact sur autrui. Cette décision est la preuve de son changement et va montrer au public ce qu'il a choisi de devenir. 22. Le nouvel équilibre. Et encore une fois, tout a déjà été dit. Le héros retrouve un équilibre, mais pas le même qu'au début de l'histoire. Il a été changé par les épreuves qu'il a parcourues. John Truby nous rappelle ensuite que ces 22 étapes ne sont pas respectées à la lettre, ni dans l'ordre donné. Il n'est pas non plus obligatoire de toutes les inclure. En fait, elles correspondent en général à l'ordre dans lequel les humains gèrent leurs problèmes. Tout problème est unique, et par conséquent, il ne va pas forcément être traité de la même manière qu'un autre. Par contre, il ne faut pas non plus trop chambouler l'ordre dans lequel elles apparaissent. Ça risque de faire une histoire artificielle et peu crédible. Et voilà, c'est terminé pour ces 22 étapes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien.